vous écoutez RTL. Première radio de France. Les cachalots, les grosses têtes, les plus gros cerveaux du monde. Une espèce intelligente et sociable qui parle une langue dont les mots sont des clics. RTL. Les cachalots connaissent cet univers fantastique. Ils plongent à 3000 mètres et tiennent 1h30 en apnée. La curiosité est un vilain défaut. Les grands cétacés capturent leur proie en émettant des trains de clics d'une telle intensité que celle-ci reste clouée sur place. Le cachalot utilise une arme absolue, le cri qui tue. Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Demain, c'est l'ouverture du salon de la plongée Porte de Versailles à Paris, un salon qui fait rêver, qui nous aide à passer les frimas de ce début janvier. L'occasion pour nous de partager les souvenirs d'un plongeur et d'un scientifique. François Sarano, combien de plongées à votre actif? Est-ce que vous les avez comptées? Oh, ça n'a aucune importance. Ce qui compte dans la plongée, c'est la rencontre. Alors vous avez des rencontres d'1 minute qui sont des bonheurs d'éternité. Enfin bon, quand vous êtes sur la nageoire caudale d'une baleine bleue, 30 mètres, 120 tonnes, une échelle qu'on peut pas imaginer à terre, et que tout d'un coup, elle vous emporte. Vous êtes soulevé par la vague de sa nageoire caudale qui fait 7 mètres comme une aile d'avion. Parce que vous flottez au-dessus, vous êtes posé flotte au-dessus parce que le mouvement de l'eau vous porte. Mais ça va durer quelques secondes. Mais c'est une éternité de bonheur. Oui. Alors, le cette nombre plongée-là, de elle compte beaucoup n'a plus pas que de des dizaines d'autres. Ouais. N'a pas d'importance. L'important, encore une fois, c'est la qualité de la rencontre. Vous avez été le directeur scientifique, c'est ça, des missions Calypso du commandant Cousteau? J'ai d'abord été plongeur, conseiller scientifique, et puis on était plongeurs, on était une équipe. Et Cousteau nous permettait d'aller explorer. On n'avait pas à rentabiliser nos plongées, on n'avait pas à trouver des choses. Il nous disait, partez explorer. Je vous demande qu'une seule chose, faites-le bien. Et alors on partait, on regardait le matin sur la carte avec Bébert, le plus grand plongeur de tous les temps, Albert Falco. On regardait là le récif, là il y a des remous, là il y a, on va aller voir ici. Et tout d'un coup on se mettait dans l'eau dans une nuée explosive de poissons d'argent de tous les côtés. On devait parfois les écarter pour aller voir les requins qui se cachaient derrière. C'était incroyable. On avait le temps. Cousteau nous offrait le temps de la découverte. Physiquement, vous ressentez quoi quand vous êtes dans l'eau? Ou quel être différent vous êtes dans l'eau, François Sarano? On est tout de suite différent, parce qu'on jouit de la 3e dimension. On est aérien, comme des oiseaux. J'inspire et je m'élève tout doucement vers la surface. Et tout d'un coup, là, je vois un mérou qui est un peu là. J'expire et sans bouger, rien en orientant mes palmes, je vais couler en feuilles mortes vers lui. Et comme je viens lentement, avec respect, alors il va m'accueillir avec ses gros yeux ronds et ses lèvres lippues. Et je vais pouvoir partager un moment avec lui. C'est ça qui est extraordinaire. Quand on n'a pas l'habitude d'aller sous l'eau, comme moi, comme Thomas, je sais pas. Ça m'est arrivé quelques plongées, pas beaucoup. Moi, assez peu, je nage en surface. On se dit que ça fait peur, l'océan. C'est quoi comme monde? C'est un monde dangereux? C'est un monde poétique? C'est un monde quel paisible. Genre de monde? L'océan est un monde paisible. L'océan qui est en tempête, c'est un monde qui est violent. Il nous remet à notre place. Les grands animaux nous remettent à notre place. Mais quand on est en mer, en plongée, et que les conditions sont bonnes, on est en paix. Et quand tout d'un coup, un animal sauvage, libre, indompté, un grand requin blanc ou un cachalot vient vous voir, vous accorde un regard, un moment, la rencontre est vraie, authentique. On ne triche pas avec les animaux sauvages. Et cette offre-là vous met en paix. On a oublié ça à terre, dans notre monde urbain, avec tous les engins virtuels qu'on a autour. Au contraire, qui peuvent satisfaire l'intellect. On augmente le savoir avec nos ordinateurs. Mais ça ne touche pas le cœur et l'âme. Alors que la rencontre avec ces grands animaux vous le bouleverse pour toujours. Parce que c'est instinctif, c'est originel. Ce sont les sens qui parlent quand on est sous l'eau. Les sens. Et la relation qui s'établit, elle est pure. C'est pour ça qu'il est important de préserver cette vie sauvage. On a complètement oublié ça à terre, où notre pression permanente a détruit les écosystèmes terrestres, elle a détruit la vie sauvage. Imaginez, une seconde, un éléphant qui vient vous voir, un ours, un tigre. C'est inimaginable à terre. En mer, c'est possible. C'est non seulement possible, mais c'est chaque fois que nous plongeons. Parce qu'ils sont curieux? Parce que les grands cétacés, les cachalots en particulier, sont extrêmement curieux. Ils ont une intelligence, pour simplifier, des capacités cognitives aussi importantes que la plupart des grands animaux et que nous, les hommes. Les cachalots ont un cerveau très semblable au nôtre, bien que l'évolution soit séparée depuis 90 millions d'années. Les proportions sont
comparable au nôtre, le néocortex, ce qui nous permet de réfléchir, d'être intelligent, eh bien, n'est pas très différent du leur. Le leur est plus fin, mais beaucoup plus développé parce qu'il y a plus de circonvolutions. Et en plus, ils ont 2 zones, les zones paralimbiques, qui servent chez nous à l'empathie, aux relations sociales, à tout ce qui est émotionnel. Et ben chez eux, c'est beaucoup plus développé. Les cachalots sont des animaux extrêmement émotifs et qui consacrent la grande partie de leur journée aux relations entre eux en se faisant d'immenses câlins. Les cachalots sont des animaux délicats. C'est 50 tonnes de délicatesse, un cachalot. Alors pour préparer cette émission, François Sarano, on s'est appuyé sur un livre, Cachalot, c'est un beau livre de photos signé par Stéphane Granzotto. Vous le connaissez bien, vous avez signé avec lui. Stéphane, c'est un très bon copain. 2 documentaires sur les dauphins. Dauphins et les grands requins blancs, avec notre ami René Euzet, qui est le caméraman qui nous emmène là-bas. Et vous avez plongé ensemble pour photographier ces cachalots? Mais bien sûr. D'ailleurs, les cachalots qu'il a photographiés, nous les connaissons depuis 5 ans. Nous les connaissons individuellement, personnellement. Dans l'océan Indien, c'est ça? Oui, dans l'océan Indien. Et nous avons une dérogation pour plonger avec eux du gouvernement mauricien. Et notre ami Hugues Vitry, qui nous emmène là-bas sur place, il les connaît depuis plus longtemps, nous a permis, encore une fois, de suivre une famille, un clan de cachalots. Et nous connaissons certains depuis leur naissance. Nous les voyons grandir, comme vous voyez grandir vos enfants. Ils vous voient grandir aussi? Vieillir, malheureusement vieillir. Mais nous voyons évoluer leur personnalité. Parce que chaque cachalot a sa personnalité. Vous nous avez raconté que vous plongiez avec ces clans, ces groupes de cachalots, que vous les connaissiez même tout à fait personnellement. Dans quelques instants, vous allez nous en présenter quelques-uns. Comment on les appelle, ces groupes? Alors, moi, je les appelle des clans. Pourquoi? Parce que ce sont des groupes dirigés par des femelles. C'est un matriarcat et c'est matrilinéaire. Toutes les femelles restent dans le même groupe. Il n'y a que les mâles qui restent jusqu'à leur maturité sexuelle, 10 ans, et qui vont partir pendant 15 ans avant de revenir au moment de la maturité sociale, 25 ans. Ils partent dans les zones les plus froides où ils vont s'isoler et pêcher. Ils vivent combien de temps? Tiens, on a oublié cette question. Alors, il est dit qu'ils vivent 70 ans, mais encore une fois, je vous dirai ça dans 70 ans parce que nous avons vu naître certains cachalots et nous les suivons depuis leur naissance. Ainsi, Agatha qui est née en février 2014, Mistotou qui est né en février 2016 et Arthur qui est né en mars 2013. Tout neveu aux parents. Oui, mais nous connaissons les parents. Bien sûr, c'est Irène Gueule Tordue qui est la mère de Arthur. mais je blague pas. Joue Blanche, la mère d'Agatha. On adore ces noms. Et Issa, la mère de Mistotou. Vous les reconnaissez facilement? Mais on les reconnaît aussi facilement que nous nous reconnaissons entre nous. Parce qu'ils ont des traits? Ils ont des caractéristiques propres. Souvent, ils ont des petites cicatrices qui nous permettent de les reconnaître. Et mieux que ça, même ceux qui n'ont pas de cicatrices, de signes particuliers, ils se distinguent des autres par leur comportement. Ainsi, avec René, avec Stéphane, nous avions choisi pour héros de nos documentaires 2 cachalots, Agatha, une petite femelle, et Arthur, qui sont très reconnaissables. On les voit à 50 mètres, on les reconnaît. Et ce ne seront pas eux, les héros. Ce sera Elliot. Alors c'est qui Elliot? Elliot, c'est le cachalot explorateur. C'est le Vasco Gama des cachalots. C'est le Mozart des cachalots. C'est parce que son comportement était exceptionnel qu'il s'est imposé à nous. Il est venu nous voir. C'est lui qui choisit la rencontre. C'est lui qui vous interpelle. C'est lui qui vient vous proposer une danse. C'est un animal libre, indompté, sauvage. Et il vient vous voir et reste avec vous sans contrepartie. Donc il vous a fait découvrir des choses, Elliot? Oui, il nous a fait découvrir que le monde sauvage est un monde de paix. Elliot nous a fait découvrir non seulement un petit peu de sa vie à lui, mais sur toutes les relations que nous pourrions établir, nous, les humains, avec tous les autres animaux de cette planète si nous étions moins agressifs. Ce qu'il y a d'étonnant avec les cachalots, qui sont le symbole de la vie sauvage dans les océans, que nous n'agressons pas, eh bien c'est qu'ils viennent nous voir et tentent d'établir des relations avec nous. Je veux pas dire qu'on va communiquer, on va échanger demain comme ça. Il n'y a pas de pierre de Rosette qui nous permettra de trouver un langage commun. Vous n'êtes pas le Champollion du non, dialogue ça n'existera pas. Oui. En revanche, un échange ne se limite pas à une communication orale. Alors vous le racontez dans ce livre Cachalot qui est publié par Stéphane Granzotto chez Némésis. Vous dites que c'est un cadeau le regard d'un cachalot.
Mais lorsque quelqu'un vient vous voir, sans contrepartie, simplement pour établir une relation de bien-être pour quelques instants, c'est un cadeau. Comment ils font un vrai cadeau. Quand ils veulent vous voir, ces cachalots? Alors, quand ils veulent nous voir, d'abord, ils arrivent et ils font... Ça, c'est ce qu'on appelle un cric. Ils nous scannent et ils vérifient bien qui nous sommes. Alors le cric, André Facetta, notre réalisateur, il l'a, c'est pas le coda, hein, c'est le cric, on écoute le cric. C'est fait avec quoi ce bruit? Alors, c'est fait avec l'une des narines qui est bouchée, qui envoie une bulle d'air qui rebondit à l'intérieur de la tête sur une autre poche d'air tout à fait au niveau du front et qui repasse à travers toute la masse énorme du melon. Et ça lui sert à elle quoi? va vers vous. Eh ben, exactement comme nos radars, le son part, il va rebondir sur l'obstacle, ici le plongeur, et il va revenir vers le cachalot qui l'analyse. Mais c'est tellement précis. C'est l'écholocation. Votre image apparaît dans son cerveau. Mais c'est beaucoup mieux, c'est pas simplement l'image, c'est la structure, c'est la texture, c'est probablement aussi mon état d'âme. Les battements de vos cœurs, le battement bien de sûr, vos... non mais ça, non mais nos bien sûr. Mais ça a l'air évident. Non, mais ce que je veux dire, mais c'est eux, c'est leur moyen de percevoir leur environnement. À 2000 mètres de profondeur, c'est la nuit totale, et ils trouvent leur proie, les calmars, en utilisant ce système d'écholocation, qui est incroyablement précis, bien mieux que nos meilleures échographies. Et ça leur permet donc de savoir tout de suite qui je suis. Et donc, Elliot a émis ce cric. Quand il m'a bien reconnu, on se connaît depuis 2013, alors... tout d'un coup, il s'arrête, il se met à ma vitesse, et il va commencer à dialoguer. Dialoguer d'abord par le corps. Il se met à vriller. Alors je vrille sur moi-même. Et puis, je m'arrête, moi je vrille. Il me regarde, et il se met à vriller sur lui-même. C'est un géant! C'est un géant qui... Quelle taille fait-il? Lui, il fait près de 10 mètres maintenant. Il est il va aborder sa 6e année. Hein. Donc c'est un adolescent. C'est un ado, mais c'est gros, un jeune ado cachalot. Et les grands adultes, c'est 23 mètres, c'est 50 tonnes. Ah oui. Alors vous vrillez, qu'est-ce que vous faites d'autre avec Elliot quand vous discutez? On plonge, et tout d'un coup, ce ne sont plus des crics qu'il émet, c'est des codas. Les codas, ce sont des expressions sonores propres aux cachalots et qu'ils habituellement n'émettent qu'entre eux. On écoute le coda. Ah, c'est 2 plus 6 clics, c'est une expression, une coda, et cette expression-là est presque tout le temps émise lorsque 2 cachalots veulent se retrouver pour un câlin. C'est un message d'amour. En tout cas, pour un contact physique important. Il est émis lorsque 2 femelles adultes souhaitent se retrouver. Et elles se retrouvent ventre à ventre, en train de se câliner. Et puis, jeune mâle, jeune femelle, ou mâle entre eux. Et systématiquement, il y a ce type d'expression sonore. Alors, comment vous faites pour les repérer, ces cachalots, puisqu'ils peuvent être éparpillés, ils peuvent être à 3000 mètres de profondeur, comment vous faites? Ah oui, là, ils peuvent être partout dans l'océan. Oui. Donc on part en mer au petit matin, et là, notre chef, c'est Navin, plonge son hydrophone, son micro sous-marin, et nous écoutons les clics des cachalots qui chassent dans les profondeurs. Et Navin a une oreille si fine qu'il peut vous dire combien il y a de cachalots, à quelle distance ils sont, et pratiquement quand ils vont remonter. Donc nous nous dirigeons vers le lieu, souvent 1000, 2000 de l'endroit où nous sommes, et nous attendons, et tout d'un coup, souffle, et là le souffle qui part complètement sur la gauche, un peu incliné là, à 45 degrés, c'est le cachalot. Alors ça, c'est le souffle qui sort de son évent. De son évent, sa narine. C'est une caractéristique. Ça marche comment ça? Alors c'est sa narine, ouais. Mais le cachalot n'a qu'une narine fonctionnelle. L'autre, elle sert justement à émettre les clics. Elle n'est pas fonctionnelle, elle ne respire pas par l'autre narine. Mais ça ne l'empêche pas de faire des apnées exceptionnelles. Il peut rester 1 heure sous l'eau sans respirer parce qu'il a une capacité à stocker l'oxygène infiniment meilleure que nous, à la fois dans le sang et dans ses muscles. Et puis surtout une capacité à continuer à avoir une activité musculaire sans oxygène. On appelle anaérobie. Nous aurions des crampes tout de suite. Oui. Lui, il s'en fiche. Et les paliers de décompression, il les fait ou pas? C'est une vraie question. C'est une vraie question. En gros, pour revenir de 1000 mètres de profondeur, il va passer un quart d'heure.
de remonter. Et il est possible que s'il a peur et qu'il ait à remonter plus vite, il fasse un accident de décompression. Ah oui. Parce qu'il reste 1 heure et l'azote dissous dans ses tissus, c'est la même chose que nous. Et on a analysé des os du squelette de cachalot et on s'est vu qu'ils avaient un peu d'ostéoporose, qui sont un peu des choses qui sont liées souvent à beaucoup de plongées et on pense qu'ils font parfois des accidents de décompression. François Sarano, tout à l'heure, vous avez dit que vous les repériez alors qu'ils chassaient ces cachalots. C'est un super prédateur. Le cachalot, il est tout en haut de la chaîne alimentaire maritime. Vous savez, tout en haut de la chaîne alimentaire, ce sont les bactéries et les virus. Et oui, il faut oublier ce qu'on vous raconte sur les grands prédateurs. Ceux qui régulent le monde, ce sont les intempéries, les virus et les bactéries et les champignons. Les grands prédateurs, c'est les plus fragiles. Inversons la pyramide. Et tout d'un coup, voyons toute la délicatesse et la fragilité de ces grands animaux que sont les orques, les grands requins ou les cachalots. Et le prédateur du cachalot, pendant des siècles, ça a été l'homme. Terrible, il faut le rappeler. Terrible. Et puis très récemment, dans les années 60, nous massacrions 30 000 cachalots par an pour utiliser l'huile de leur melon, qui leur sert justement à l'écolocation, et pour faire de rien, pour lubrifier des rouages. Et pendant la guerre, les Allemands utilisaient l'huile du spermacétique pour faire de la nitroglycérine. C'est comme ça que la chasse est repartie. On a massacré 800 000 cachalots. Il y avait une population probablement avant qu'on commence à chasser au XVIIIe siècle, qui avoisinait les 1 100 000. C'est une étude d'un spécialiste qui s'appelle Al Whitehead, qui est tout à fait exceptionnel, qui connaît bien les cachalots. 1 100 000 cachalots. Aujourd'hui, on pense qu'il y en a 400 000. Mais c'est très difficile de faire un compte, c'est très difficile. C'est un animal, ça fait combien de temps qu'on n'a plus le droit 1980. D'accord. 1980, le moratoire. Mais aux Açores, on a continué à chasser beaucoup plus tard. Il y avait des dérogations, il y a quelques dérogations aborigènes aussi. Pour l'ambre gris aussi, pour la parfumerie, c'est ça? Pour l'ambre gris, oui, c'est une sécrétion qui se trouve dans l'estomac et qu'on utilisait en parfumerie. C'est un bon fixateur de tout ce qui est parfum. On voudrait continuer de découvrir ce prédateur avec vous, enfin ce cachalot, cette force tranquille. Cette force tranquille, voilà. Mais oui, ils sont doux. Mais oui, ce cachalot de paix, parce que vous nous avez dit qu'ils enseignaient la paix, le silence et le calme aussi au fond des océans. Il est très puissant. Vous nous rappelez ses mensurations? Ah oui, c'est un animal extrêmement puissant. Les grands mâles, c'est 23 mètres et 50 tonnes. Mais on a connu plus gros, parce qu'on a des squelettes aujourd'hui d'animaux qui ont fait probablement 26 mètres. Il y a eu un cachalot qui a été à l'origine de la légende de Moby Dick, qui s'appelait Moshadik, et qui a coulé un baleinier. L'Essex. Absolument. Et d'ailleurs, il y a eu un film très récemment qui a relaté cette histoire. Ça s'appelle Au cœur de l'océan, je crois. Et c'est authentique. C'est authentique. Donc ce cachalot, il a attaqué un bateau. Il a attaqué. Ouais. Et pour qu'un animal doux, paisible, attaque un bateau, c'est qu'il faut qu'il y en ait eu beaucoup de massacres de ces enfants et des femelles. Et il faut qu'il y ait surtout eu quelque chose d'important. Une solidarité au sein du clan des cachalots. Et ce qu'on découvre, maintenant qu'on les étudie, c'est à la fois, comme je disais tout à l'heure, que ce sont des êtres qui sont éminemment sociaux, beaucoup plus que nous. Ce sont comme des organes d'un organisme. Donc ils s'entraident ? Et ils s'entraident. Non seulement ils sont, je répète, je dis bien empathie dans son vrai sens du terme, ils ressentent ce que l'autre ressent. Mais de l'altruisme, on a vu des cachalots attaqués par des orques qui sont des prédateurs qui tuent les petits. Un cachalot, et les cachalots à ce moment-là se rassemblent en un groupe énorme, et comme ils sont très gros et très puissants, les orques ne s'approchent pas. Mais tout de même, ils avaient réussi à sortir un des grands adultes et à le blesser mortellement. Eh bien, il y a 2 autres adultes qui se sont sacrifiés en sortant du groupe, de la protection du groupe, pour essayer d'aller aider quand même l'adulte qui était blessé à mort. Et ils se sont fait tuer. Ces animaux-là, qui n'avaient aucun intérêt immédiat à défendre l'autre adulte, ils sont pas, c'est pas la mère et le petit, ça se comprend, ça se voit, ça. Aucun autre, ils l'ont fait quand même. Chez les cachalots, il y a un altruisme que l'on connaît très peu chez d'autres animaux. Et alors, il y a une question que j'ai posée tout à l'heure à laquelle on n'a pas encore répondu, on va le faire maintenant. Le son qu'on a entendu, le coda, je crois. La coda. La coda, pardon, on peut, voilà. Donc ça,
C'est enregistré au large de l'île Maurice. Oui. Et est-ce que les cachalots d'une autre de Méditerranée parlent le même coda, coda? Pas du tout. On a montré, je suis pas le seul, Chenjero, Al-Whitehead, il y a des tas de chercheurs qui travaillent là-dessus, que chaque clan de cachalots avait son dialecte propre. Et ce dialecte était acquis. C'est pas inné, c'est pas génétique, c'est culturel. Et c'est soit transmis par les grandes matriarches qui ont une expérience considérable et qui transmettent leurs expériences, soit par imitation. Et j'imagine, je vis à Marseille au milieu d'un clan, et ben je vais m'habiller comme les copains et je vais prendre un peu l'accent parce que c'est un peu comme ça qu'ils parlent et ça me fait plaisir de parler comme eux, je me sens avec eux. Si j'arrive à Paris, on va me dire t'as quand même un accent un peu bizarre, on va me reconnaître. Parler pointu. Eh ben les cachalots du monde sont sur un 5 clics régulier, alors que les cachalots d'île Maurice c'est 1, 2 plus 6. Donc chacun son rythme. Chacun son rythme, chacun son nombre de clics. Et très précis. Vous tiendrez une conférence samedi, sur quel thème ? Oui, alors avec l'association Longitude 180, stand B2, B4, venez nous retrouver, on va vous faire rêver, parce que l'océan, ça fait rêver. Et nous tiendrons plusieurs conférences sur les grands requins, parce qu'on a un gros programme sur les requins de Méditerranée, à protéger absolument. Faites attention quand vous consommez du poisson, ne consommez pas du requin. Sur les cachalots, sur les raies manta, et la conférence sur les cachalots, elle va dire juste une chose. Quand on les rencontre, ces animaux sauvages, ils nous offrent la paix, ce sont le symbole de tous les animaux sauvages de la planète. Il faut que nous nous réconcilions, nous les hommes, avec cette vie sauvage, parce que nous pourrons toujours tout trouver, sauf ce que elle seule peut nous donner, la paix et la sérénité. Et quand nous serons 10 milliards d'habitants, si nous voulons vivre en paix, il faut que nous conservions à nos côtés une part de vie sauvage, libre, indomptée, dans laquelle nous n'intervenons pas. C'est la seule source à l'échelle de nos rêves d'imprévisibilité. Et encore une fois, les relations qui s'établissent quand on est sous l'eau avec ces animaux, elles sont pures, vraies, authentiques. On ne peut pas tricher. Et ça nous ramène à la vérité de ce qu'est la relation et le bonheur de ce qu'elle est lorsqu'elle est établie avec respect. C'est le but d'un livre dont on n'a pas parlé, que vous avez signé, qui s'appelle qui est titré Rencontres sauvages, publié chez Gap. C'est quoi ce livre? C'est un livre décennies de plongée et de rencontres? Non, j'ai choisi au cours des 45 dernières années, 45 ou 50, je crois, plongées un peu remarquables, et je me suis dit, moi qui prends beaucoup de notes sous l'eau, à quoi ça sert? Et qu'est-ce que ces plongées nous rencontrent? Qu'est-ce que nous racontent? En quoi elles nous enrichissent? Pourquoi il est intéressant d'aller voir le grand requin blanc, le crocodile de mer ou le cachalot? En quoi on est plus riche après? Et donc, j'ai repris mes carnets, j'ai mis les carnets in extenso. Mais comment vous prenez des notes sous l'eau? Alors on a des petites tablettes en plastique et des crayons gras, ça permet de faire des croquis, ça permet de prendre des notes, puis après on les consigne dans un carnet de plongée et j'en ai des rayonnages. Thomas Hugues tout à l'heure faisait un peu sa mauvaise langue, il disait que les cachalots avaient d'une mauvaise peau. C'est le problème de peau. Pourquoi? Mais j'ai vu ça dans le livre de Stéphane Granzotto. Ils ont une peau, mais c'est vrai qu'ils desquament beaucoup. Pourquoi? Parce que les cachalots, chaque jour, se retrouvent et se font des câlins collectifs. Ils se roulent les uns contre les autres, ils se caressent. Ce sont des animaux extrêmement délicats et doux. Et ils doivent exprimer par ces caresses toutes sortes de choses qu'on ne peut pas exprimer avec des mots. C'est du lien social, c'est ça? Oui, c'est du lien social. Et c'est un lien qui est très fort, très très fort. On peut dire qu'il y a de l'amour dans ces caresses? En tout cas, il y a quelque chose que l'on ne peut pas exprimer autrement que comme ça. Et d'ailleurs, je lis toujours, aucun mot n'exprimera jamais ce que dit une caresse. Je vous laisse réfléchir, mais je suis sûr que ce soir, vous allez voir, c'est formidable. On va trouver la réponse. Mais oui. Et les cachalots sont les rois de la caresse. Ouais. Et alors, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était une société matriarcale, oui. D'accord. Comment les mamans, comment les cachalots s'occupent des petits? Chacune a son petit ou alors non, c'est mutualisé, si j'ose dire? C'est collectif. Oui. Mutualisé, c'est un petit peu... Non, c'est collectif. Oui. Les femelles qui doivent aller chasser à 1000 mètres ou 1500 mètres de profondeur, c'est-à-dire à plusieurs kilomètres de leurs petits, qu'elles abandonnent en surface, dans un milieu où il n'y a nulle part où se cacher, elles laissent leurs petits à la merci des prédateurs. Donc, comment faire? Le confier
aux autres femelles adultes qui vont rester en surface. Ce qui fait que toutes les femelles sont responsables de tous les jeunes du clan. Et elles peuvent également les protéger et les allaiter. Et Comment ça se passe l'allaitement? Tiens, l'allaitement, le petit, alors c'est difficile, ils n'ont pas de main. Donc le petit tourne autour de la femelle qui se met souvent à l'arrêt et il va glisser sa mandibule dans une petite fente qui est la fente mammaire et avec sa langue, il va pincer le téton et alors ça va provoquer d'énormes giclées de lait et qui parfois débordent un peu de partout. Et René Euzet, avec Hugues Vitry, donc qui est là-bas, a filmé de manière divine un allaitement entre Miss Totou, qui avait juste 2 mois et demi, et sa maman. Et surprise, 4 jours après, nous filmons Miss Totou en train de téter Germine, l'une des autres femelles du groupe. Oui, il y a chez eux une solidarité incroyable, qui s'exprime encore une fois dans ces câlins collectifs et dans cette protection collective. Tout le monde est solidaire et va aider celui qui est dans la difficulté. Combien de bébés cachalots une femelle peut avoir? Au cours de sa vie, 4, 5. Le premier bébé, elles l'ont vers 10 ans. Mais souvent, le suivant, c'est vers 6 ans, 7 ans plus tard. Elle le garde très longtemps. L'allaitement, en définitive, n'est pas... Au bout de 2 ans, il est à peu près sevré, le jeune. Mais il reste avec sa mère. Et pendant avec combien les de autres temps? femelles. Je vais vous le dire, mais pour le moment, Elliot, il est toujours avec sa mère. On l'a même filmé en train de téter l'année dernière. Il était dans sa 5e année. Alors bien sûr, il doit se nourrir aussi de calmars. Il doit y avoir au début, elle doit lui monter des calmars. Lui, il va commencer à chasser aussi. Mais les relations filiales sont très importantes. Et encore une fois, je crois que chez les cachalots, il faut vraiment parler d'une sorte organisme. Ils sont beaucoup plus dépendants les uns des autres que nous pouvons l'imaginer. C'est pour ça, c'est comme pour les orques, c'est pour ça que quand on les sépare de leur clan, c'est un drame. Enfermer un animal comme un orque dans un delphinarium, c'est un crime. Parce qu'on le coupe de sa famille. Mais oui, et cette famille est capitale pour lui. C'est quelque chose de prépondérant. C'est comme si on lui arrachait un membre. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait. On ne se rend pas compte parce qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne veut pas connaître. Bien sûr qu'on connaît. Bien sûr qu'on le sait aujourd'hui. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut arrêter. Et c'est quelque chose contre lequel Longitude 180, notre association, nous luttons. Avec d'autres associations, bien sûr. Mais c'est plus admissible de faire ça. Merci beaucoup François Sarano. C'était passionnant. Votre livre, c'est Rencontres sauvages, publié chez Gap. Et puis il y a ce cachalot chez Némésis. Et surtout, on peut venir vous écouter au salon de la plongée à partir de demain jusqu'à lundi. Vous écoutez RTL.